Une vidéo qui va durer, je pense, une bonne vingtaine de minutes pour résumer le chapitre 3 qui s'appelle Muscles et mouvements. Alors voilà votre document papier qu'il faudra compléter au fur et à mesure. Je ferai référence au numéro de la page à chaque fois que je commenterai. Voilà. Donc on a vu dans le chapitre 1 sur le système nerveux un mouvement, l'établissement d'un mouvement involontaire, un réflexe, le réflexe d'étirement. Dans le chapitre 2, on a plutôt parlé des mouvements volontaires qui font intervenir le cortex, mais dans tous les cas, et c'est le chapitre 3, mouvement involontaire ou mouvement volontaire, on a besoin de faire intervenir un muscle. Alors on est parti pour l'explication du fonctionnement d'un muscle. Alors là, ce document-là, vous ne l'avez pas dans le cours, mais ça permet d'illustrer un petit peu les propos. Qui dit mouvement dit deux segments osseux, par exemple un humérus et puis un cubitus, très mal représenté ici, mais c'est un ordre d'esprit. Et puis évidemment, on va y accrocher des muscles. Et si vous avez un muscle, forcément vous avez le muscle qu'on va appeler antagoniste, c'est-à-dire le muscle qui va faire le mouvement opposé. Alors si vous contractez ce muscle-là, ça va provoquer une flexion. Si vous contractez ce muscle-là, ça va réaliser une extension du segment du membre. C'est exactement ce qui se passe avec notre biceps, qui serait ce muscle à l'intérieur de l'articulation, et le triceps. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'un muscle ne peut que se contracter. Le mouvement est dû à la contraction d'un muscle. Voilà. Alors du coup, pardon, mais enfin, juste pour montrer une belle image, les os peuvent s'articuler l'un par rapport à l'autre, mais heureusement, il y a une couche de cartilage, plus d'autres substances d'ailleurs, qui vont permettre de lubrifier le mouvement. C'est un petit point de détail, mais voilà. Alors du coup, voilà le document que vous avez dans le cours, paragraphe 1, le muscle à l'échelle de l'organe. Alors vous retrouvez évidemment votre muscle, le biceps, vous retrouvez ici l'humérus, le cubitus, voilà, vous pouvez mettre la légende ici, cubitus. Pour l'humérus, je ne vois pas de légende dédiée, mais vous pouvez la rajouter. Ici, évidemment, l'humérus, il s'accroche sur un os, mais on n'a pas pris le temps de le représenter correctement, c'est l'omoplate. Enfin, les muscles s'accrochent sur les os au niveau des tendons. Et puis le cartilage qui est ici entre les deux articulations, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur une belle image. Que dire d'autre? Donc ce muscle ce muscle à l'intérieur de l'articulation, c'est notre fameux biceps. Et, alors, on verra en détail comment est fait un muscle, mais pour l'instant, on parle du mouvement en lui-même. Alors, on a mis différents numéros pour expliquer, c'est ce que vous avez à prendre en note dans votre cours, mais enfin, vous êtes en terminale, je ne vais pas vous indiquer à tel endroit, il faut prendre en note. J'ai mis des petits crayons, j'ai mis des dangers, j'ai mis des symboles, c'est assez clair pour vous. Donc du coup, l'étape numéro 1, c'est tout simplement que l'ordre reçoit, par le système nerveux, l'ordre de se contracter, contraction d'un muscle. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, j'ai mis un numéro 2 pour dire que le muscle antagoniste ne reçoit aucun ordre. Il est donc relâché. Il n'interviendra pas. Mais il ne faut surtout pas qu'il intervienne, sinon l'articulation serait bloquée. Donc le muscle biceps reçoit l'ordre de se contracter et évidemment la contraction a lieu, c'est les deux flèches noires qui s'opposent, ça va tirer sur les tendons qui eux-mêmes vont tirer sur les os, c'est l'étape numéro 3, puis l'étape numéro 4, c'est tout simplement le mouvement de flexion que cela engendre. Alors on voyait déjà que l'intérieur d'un muscle est formé de cellules musculaires qu'on appelle des fibres, on va détailler ça dans le grand 2, le muscle à l'échelle cellulaire, on va même aller à l'échelle moléculaire. Donc vous avez votre organe, le muscle strié, qui est formé de cellules musculaires, qui sont des cellules très grandes, très allongées, multinucléées d'ailleurs, et qui sont striées, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de fibres de muscles striés. À l'intérieur de chaque cellule musculaire, de chaque fibre musculaire, vous avez en fait des petits tubes qui sont eux-mêmes striés. Et quand on zoome sur ce tube qu'on appelle une myofibrille, on voit qu'il y a un motif qui se répète. Ce motif qui se répète s'appelle un sarcomère. Alors la lettre Z, c'est simplement deux repères qu'on va retrouver. Là, vous avez une photo en numéro 4, une photo en microscopie électronique, qui vous montre un sarcomère avec une bande blanche, une bande noire, une bande blanche. Alors nous, on va symboliser les sarcomères comme indiqué en dessous, parce que finalement, ces sarcomères, ce qu'on voit au microscope électronique, c'est deux protéines. Deux protéines qui vont permettre la contraction, c'est pas pour rien que la viande est riche en protéines. Alors ces protéines, la protéine rouge va s'appeler la myosine,
M-Y-O-S-I-N-E, est la protéine noire. Du coup, il y en a 4, hein. Enfin, on en voit 4 parce que c'est une coupe, en réalité, il y en a plein autour. Cette petite protéine noire s'appelle l'actine. Et en fait, pour expliquer la contraction d'un muscle, il faut raisonner à l'échelle d'un sarcomère. Alors, je reviendrai sur ce texte-là tout à l'heure. Si on regarde un sarcomère dans sa position relaxée ou dans sa position contractée, en utilisant l'échelle qui nous est donnée ici, on s'aperçoit que le raccourcissement est de l'ordre du micromètre. Alors on peut se dire comment ça se fait qu'un muscle peut se raccourcir de d'1 ou 2 centimètres, alors que le raccourcissement au niveau des molécules est de l'ordre du micromètre. Ben, tout simplement, je reviens à cette diapo, c'est que dans une fibre musculaire, même une myofibrille, ben, on a les sarcomères qui sont en série, ils sont disposés l'un à la queue leu, comme je dis. Donc 1 micromètre de raccourcissement s'ajoute à 1 micromètre, s'ajoute à 1 micromètre, etc., etc. Et les fibres musculaires, c'est ce que j'ai voulu dessiner ici, sont elles-mêmes dans le muscle relativement disposées en série, ce qui veut dire que les mouvements vont s'ajouter, les mouvements de contraction vont s'ajouter. Donc ça c'est important que vous le mettiez, hein, les sarcomères sont en série, enfin bon, vous pourrez bloquer la diapo pour reprendre le texte si ça vous intéresse. Alors du coup, si on raisonne au niveau moléculaire, ce document-là, vous l'avez, et je demande dans le cours à ce que vous le redessiniez à l'échelle d'un sarcomère uniquement, c'est-à-dire vraiment une unité, hein, l'unité de base, ben on s'aperçoit que la myosine, cette molécule codée en rouge ici, cette molécule rouge là, de myosine, elle a des petites têtes, des petits crochets finalement, qui vont pouvoir, on verra ça dans la diapo d'après, s'accrocher à l'actine et tirer l'actine de chaque côté, évidemment, comme ça l'actine, les 4 actines se rapprochent l'une de l'autre, et on a ce raccourcissement du sarcomère qu'on voit sur la photo de gauche. Alors ça paraît simple sur le principe, en réalité c'est des molécules qui interagissent les unes avec les autres, on va en reparler. Alors là, il y a un blanc, je ne sais pas pourquoi. Du coup, on arrive au grand 3, donc le mécanisme moléculaire de la contraction. Et il faut que vous compreniez, que vous appreniez le mécanisme moléculaire de la contraction. C'est un exercice de type bac, on va dire, une étude de document, qui vous permet de trouver des indications sur le mécanisme. Alors, vous avez ici une fibre musculaire striée et une fibre musculaire également striée, mais on fait varier justement la composition en ATP, c'est-à-dire qu'on apporte de l'ATP, c'est marqué ici, hein, sur la fibre striée qui est à droite. On a une échelle, la même ici, on s'aperçoit qu'en présence d'ATP, donc je vois, hein, que voit-on, que fait-on, que mesure-t-on, c'est la partie observation et la conclusion. Donc on voit que la fibre musculaire se raccourcit de quelques micromètres, une dizaine de micromètres, en présence d'ATP uniquement. On peut donc en déduire que l'ATP, cette molécule d'ATP, que vous ne connaissez pas encore pour ceux qui n'ont pas eu le cours, cette molécule d'ATP va permettre la contraction. Alors l'ATP, c'est la molécule, on va traîner ce nom pendant un petit moment avant réellement de l'expliquer, c'est la molécule qui contient de l'énergie. Bon, c'est pas nouveau, les muscles, pour se contracter, ont besoin d'énergie, sauf qu'on ne va plus dire énergie, on associe cette énergie à de la matière. Cette matière, c'est une molécule assez simple d'ailleurs qui s'appelle ATP, adénosine triphosphate, mais ATP, ça ira très bien. Quand la molécule d'ATP libère son énergie, elle est dégradée en une molécule d'ADP, adénosine diphosphate, plus un phosphate tout seul. Alors le phosphate tout seul, on l'appelle PI. Voilà. Alors on ne peut pas faire l'impasse sur cette molécule, hein. Toutes nos cellules, que ce soit des cellules musculaires ou autres, fonctionnent avec de l'énergie, ont besoin d'énergie, et cette énergie, elle est supportée par une molécule qui s'appelle l'ATP. Nos cellules travaillent, fonctionnent avec de l'ATP. Deuxième document dans cet exercice, on réalise une mesure de tension mécanique d'une fibre musculaire en apportant différents éléments. Alors, j'ai mis un gros stop parce que si réellement vous voulez réfléchir en direct, vaut mieux arrêter le film, lire les questions, essayer de répondre sur une petite feuille de brouillon pour savoir ce qu'il en est. Donc que fait-on, que mesure-t-on, c'est-à-dire essayer d'appliquer la méthode. Alors du coup, je vais répondre, hein, je passe à la diapo d'après finalement. On va mesurer tout simplement la tension musculaire en présence de calcium et d'ATP. Alors je mettais dans les questions, qu'est-ce que je sais sur l'ATP et sur le muscle? On l'a vu il y a 2 minutes, l'ATP permet la contraction d'un muscle,
qu'est-ce que je sais sur le calcium et le muscle? Alors ça, vous devez faire référence au chapitre 2, au chapitre 2 ou 1, je ne me rappelle plus, sur le système nerveux qui parle des synapses. Ça doit être le chapitre 1, il parle des synapses et notamment d'une synapse neuromusculaire. Et la synapse neuromusculaire, elle a besoin de calcium, on l'avait vu. Bon, donc il y a du calcium qui intervient dans la cellule musculaire au moment du fonctionnement de la synapse. Alors là, on va comprendre à quoi sert le calcium. Alors du coup, on peut résoudre l'exercice, hein. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la tension mécanique, elle augmente, la tension mécanique d'une fibre musculaire augmente à condition qu'on lui apporte du calcium et de l'ATP. Donc, a priori, il y a besoin de calcium et d'ATP pour permettre la contraction musculaire, mais ça va être confirmé par le salirgan. Alors le salirgan, c'est une substance qui va faire quoi? Je ne me rappelle plus. On mesure ensuite la tension musculaire, addition de calcium et de l'ATP, puis addition de salirgan, substance qui inhibe l'utilisation de l'ATP. Donc quand vous mettez du salirgan qui empêche l'utilisation de l'ATP, on s'aperçoit que la tension diminue. Donc ça prouve, cette première petite expérience prouve que l'ATP est indispensable. On retrouve la même idée que tout à l'heure. Maintenant, on refait la même expérience, mais cette fois-ci, on met un chélateur de calcium. Un chélateur, ça veut dire que ça prend en charge le calcium, ça le bloque. Elle se lie aux ions calcium et empêche leur action. Et on s'aperçoit que si on bloque l'activité du calcium ou l'action du calcium, à nouveau, la fibre musculaire se relâche, ce qui veut dire que le calcium est indispensable pour la contraction musculaire. Donc, la contraction d'une fibre a besoin de calcium et d'ATP. Voilà. Ça paraît très technique, mais vous devez savoir ça, encore une fois, puisque ça permet de mieux comprendre le mécanisme de contraction musculaire. Alors, toujours dans l'exercice, mais un tableau qui est à la page d'après. D'ailleurs, je peux vous indiquer les pages, ça me fait une petite pause. Là, on est à la page 8. Donc, on va travailler sur ce tableau. Alors, il faut le lire, il est assez compliqué ce tableau, parce qu'on fait plusieurs mesures, et puis on fait varier les paramètres. Il y a même que la moitié du tableau que je vous ai mis ici. Donc, on mesure. Et puis en plus, on mesure avant la contraction et après la contraction. Alors qu'est-ce qu'on mesure? La quantité d'ATP avant-après une contraction, la réserve de sucre disponible pour le muscle avant-après, parce qu'il a une réserve de sucre, le muscle, et puis l'état du muscle, le muscle est contracté. Alors quand le muscle est contracté, alors évidemment il l'est à condition qu'on n'empêche pas l'utilisation de l'ATP, donc tout est normal là je dirais, mais quand le muscle est contracté, on s'aperçoit que sa teneur en ATP reste constante. Le muscle est contracté et sa teneur en ATP reste constante. Ça, c'est quand même étonnant puisqu'il utilise l'ATP pour se contracter. Il va falloir l'expliquer. Et puis, pour vous mettre sur la piste, la teneur en sucre qui est en réserve dans le muscle, elle, par contre, elle diminue. Donc, lorsque le muscle se contracte, la quantité d'ATP reste constante, mais la teneur en glucides diminue. Encore une fois, il y a un problème de compréhension puisqu'on a dit il y a 2 minutes, la contraction d'une fibre a besoin d'ATP. Alors si elle a besoin d'ATP, on ne voit pas pourquoi la quantité d'ATP resterait constante. C'est incohérent. Du moins, ça paraît incohérent. Maintenant, si on regarde le bas du tableau, avec inhibiteur, alors on empêche l'utilisation de l'ATP. On apporte un produit qui stoppe, comme le salirgan de tout à l'heure, qui empêche l'utilisation de l'ATP. On s'aperçoit que l'ATP qui était dans le muscle disparaît. Par contre, les sucres, leur teneur ne change pas. Les sucres qui sont en réserve dans le muscle ne changent pas en termes de quantité. Et puis, l'arrêt presque immédiat de la contraction, ça veut dire quoi? Le muscle commence à se contracter, puis ça s'arrête. Alors, il y a du sucre, il y a de l'ATP, il y a une contraction. Là aussi, j'ai mis un stop, parce que maintenant que j'ai pris le temps avec vous d'écrire cette diapositive, cet exercice, ce tableau plutôt, vous pouvez peut-être essayer de réfléchir à relier tout ça, pour essayer de dire qui est la cause, la conséquence, pourquoi la teneur change, pourquoi elle ne change pas. Voilà, de toute façon, c'est toujours le mot pourquoi qu'il faut vous poser comme question. En fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. En fait, les réserves de sucre dans le muscle permettent au muscle de produire de l'ATP. On verra comment dans le chapitre 4 d'ailleurs. Et cet ATP, ça reste vrai, permet la contraction.
Ce qui veut dire que quand on n'empêche rien à rien, quand tout est normal, bah, l'ATP est constante. La teneur en ATP est constante puisque au fur et à mesure que le sucre est utilisé et sa teneur diminue, bah, effectivement l'ATP est renouvelée en permanence. La réserve de sucre diminue. Évidemment, quand vous bloquez l'utilisation de l'ATP, bah, les réserves de sucre diminuent, les réserves de sucre pardon, ne changent pas, mais par contre l'ATP va disparaître. Hein, l'ATP il est en quantité constante lors d'une contraction car il est renouvelé par l'utilisation du sucre, et du coup les réserves de sucre diminuent lors de la contraction car elles deviennent de l'ATP. Et évidemment, quand vous bloquez le système, bah, l'ATP est utilisé, puis comme il n'est pas renouvelé, bah, il n'est pas renouvelé, puis du coup, il disparaît, quoi. C'est assez simple à comprendre. Donc du coup, la teneur en ATP disparaît, bah, ça lui permet de se contracter un tout petit peu, mais comme le sucre ne peut pas vraiment être utilisé, eh ben, il n'est pas renouvelé. Voilà. Donc à vous d'essayer de résumer ça, hein. J'espère avoir été assez clair, surtout avec cette diapo. Alors là, il y a une vidéo, je ne sais plus ce que c'est, je ne me rappelle plus, mais vous regarderez. Ah ben oui, c'est la vidéo qui explique ce mécanisme-là. Donc YouTube, A46P, etc. Vous avez le lien qui s'affiche, il suffit de le retaper, c'est pas très long. Alors du coup, là, on explique au niveau moléculaire, entre l'actine et la myosine, cette nécessité d'avoir de l'ATP, cette nécessité aussi d'avoir du calcium, même si c'est moins important. Donc vous avez un cycle qui se produit entre la myosine, l'actine, alors là c'est vraiment résumé à l'extrême, parce que je vous rappelle, attention je vais revenir en arrière, je vous rappelle qu'on a une molécule de myosine qui est entourée par des molécules d'actine, alors qu'en réalité là, tac, on raisonne vraiment au minimaliste. Hein. Une tête de myosine, une actine. Alors en 1, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, vous voyez que l'ATP est hydrolysé, c'est-à-dire il est dégradé en ADP plus P, bon, ça on en a déjà parlé, ce qui permet aux têtes de myosine de se remettre en position de, on va dire, de départ. J'ai mis, hein, les têtes de myosine se décrochent et basculent. Voilà, je ne veux pas dire repos, mais en position de départ. Le phosphore s'en va, ça permet la fixation des têtes de myosine sur l'actine. L'ADP s'en va, ça permet le basculement des têtes de myosine, ce qui donne d'ailleurs un mouvement de raccourcissement. Bah oui, si vous basculez la tête de myosine, ça va tirer sur l'actine, ça va glisser justement, et ça va permettre un raccourcissement du sarcomère. Et puis enfin, si vous avez l'ATP qui arrive à nouveau, puisque le cycle et la boucle est bouclée, et bien les têtes de myosine se décrochent et se mettent à se rebasculer en position de départ. C'est pour ça qu'il y a une petite voie de sortie là. C'est pour ça que quand quelqu'un est mort, alors c'est pas très gai, mais enfin, quand quelqu'un est mort, les muscles sont dans cette position-là, hein, puisqu'il n'y a pas d'ATP, bon voilà, et du coup, rigidité cadavérique, c'est-à-dire l'absence d'ATP fait que le muscle, il est en position dure, c'est-à-dire tous les sarcomères sont contractés, sont rigides surtout, ils ne peuvent plus coulisser. Bon, c'est un détail, il n'y a pas besoin de le savoir ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, les têtes de myosine basculent et se déplacent grâce à l'ATP. C'est vraiment ça qui est important. Voilà, ça c'est le résumé en gros si vous voulez le reprendre. Hein, je ne vais pas le commenter, c'est ce qui a marqué sur la droite ici, je l'ai repris ici. Voilà. Alors il y a une dernière partie dans ce cours que j'enregistre au cas où il y a à nouveau des absents, hein, parce que ça peut arriver. Puis de toute façon, il y avait certainement des absents. Alors, on va raisonner donc au niveau d'un individu qui a un problème de myopathie. On va raisonner au niveau de l'individu, justement, voir le phénotype au niveau de l'individu, le phénotype au niveau cellulaire, le phénotype au niveau moléculaire et génétique de cette maladie du muscle. Alors, au niveau de l'individu, je pense qu'il n'y a pas besoin d'y passer la nuit. Alors là, c'est l'exercice, hein, pour ceux qui ont le cours, enfin, vous avez le cours normalement. Je suis à la page 11. Voilà. À partir de ces documents, retrouvez les 3 niveaux de phénotype de cette maladie moléculaire, cellulaire, organique. On y reviendra, hein, il faut scanner. Par contre, encore une fois, le niveau de l'individu, l'individu est paralysé, atrophie musculaire, les muscles dégénèrent, puis ça peut provoquer la mort. Si vous regardez sur Internet, c'est pas très gai, hein, la myopathie. Mais ça peut provoquer la mort parce que arrêt du cœur et surtout les muscles ventilatoires. Ce n'est pas une mort très agréable. Alors, on nous vous donne un document, toujours pareil.
où on va utiliser donc dans ce document un anticorps radioactif qui se fixe spécifiquement sur une protéine, la dystrophine. On fait cette oh pardon, j'ai pas passé la diapo. On fait cette mesure donc chez un individu dans un muscle sain. C'est à gauche donc coupe transversale d'un muscle sain et à droite coupe transversale d'un muscle malade, DMD, hein, c'est-à-dire qu'il y a la maladie, la myopathie. Bon, ben là, il n'y a pas besoin d'être bien malin pour constater qu'il y a de la dystrophine qui est à gauche, bien présente dans le muscle sain, puisqu'on utilise un anticorps qui est radioactif, qui se fixe sur la dystrophine et que ça donne une couleur blanche, alors que chez les personnes malades, ben, visiblement, il y a de la dystrophine, mais elle n'a pas l'air en bon état, il y en a beaucoup moins. Bon, voilà. Donc, bah, comment expliquer du point de vue moléculaire la maladie? On ne sait pas tout encore, mais a priori, la dystrophine est responsable, ou plutôt l'absence de dystrophine, ou une dystrophine anormale, que c'est eh bien, c'est ça qui est à l'origine de la maladie. On continue, on regarde un petit peu à quoi sert la dystrophine dans un muscle sain. Alors là, évidemment, il faut bien comprendre, il faut que vous connaissiez l'anatomie d'un muscle sain. Vous avez donc la membrane cellulaire, et vous avez un filament d'actine en dessous qui n'est pas représenté, on aurait de la myosine, hein. En fait on a un sarcomère ici, et vous voyez que cette protéine, la dystrophine, elle vient accrocher les molécules d'actine jusqu'à l'extérieur des cellules, ça traverse les membranes et ça va à l'extérieur des cellules. Alors du coup, on voit bien que la dystrophine, si elle est anormale, s'il n'y en a pas, peut-être c'est ça qui est chez les malades, bah, le sarcomère, il va se contracter dans la cellule, oui d'accord, mais il ne va pas transmettre son mouvement à la cellule, puisqu'il n'y a plus de pont, il n'y a plus de lien entre la membrane de la cellule et la protéine qui est à l'intérieur. Donc on voit déjà apparaître. Et d'autant plus que ce graphique-là, le document qui suit, donc le document 3, il vous montre bah, chez des souris témoins, chez des souris mutées, le pourcentage d'actine qui est saine suite à des contractions. Alors on voit qu'évidemment chez des souris témoins non malades, bah, l'actine ne se dégrade pas au cours du temps, alors que chez les souris mutées, l'actine se dégrade. Donc on a deux explications à cette maladie. D'une part, l'actine qui se dégrade, d'autre part, la dystrophine qui ne peut plus transmettre le mouvement de contraction à la cellule. Donc, la personne a du mal à se déplacer. Alors c'est une maladie qui est progressive, hein, et donc à l'état adulte ou adolescent, il y a déjà des problèmes sérieux de locomotion. Donc oh là, on a répondu au niveau du phénotype de l'individu, on a répondu au niveau cellulaire, les cellules alors manquent de dystrophine et ont une actine. Vous voyez que le niveau cellulaire, on est tout de suite au niveau moléculaire en fait, hein. Les cellules manquent de dystrophine et ont une actine, les cellules musculaires, elles ont une actine qui est dégradée ou qui se dégrade assez vite. Bon, il y a le volet génétique qu'on n'a pas encore abordé, alors on l'aborde avec ce petit exercice de génétique. Qui est à la suite hein, dans votre cours. Il est, alors, question 2, à partir de l'arbre familial et du karyotype du fœtus, identifier le risque d'être malade pour l'enfant à naître. Il n'y a pas trop d'indications sur quoi que ce soit, mais on peut quand même se dire que... alors non, on ne peut pas se dire grand-chose en fait. Donc on est obligé de rajouter dans l'énoncé, d'ailleurs je vais le faire tout de suite en direct, on précise que l'allèle responsable est porté par le chromosome X. Responsable est porté par X. Par le chromosome X. Voilà, je rajoute ça dans l'énoncé parce qu'avec un petit arbre familial comme ça, on ne peut pas franchement le deviner. Alors du coup, en disant que c'est porté par X, on s'aperçoit que le fœtus qui va, on ne sait pas s'il est malade ou pas, c'est déjà un futur garçon, hein, XY. Bon, alors ça veut dire qu'il peut éventuellement être porteur de l'allèle malade. Voilà. Alors effectivement, c'est une maladie qui touche les garçons. Si on vous dit dans l'énoncé, j'aurais pu mettre ça d'ailleurs, que c'est une maladie qui touche exclusivement les garçons, ça veut dire que c'est porté par le chromosome X. Alors vous connaissez la technique, hein. J'écris d'abord je collecte des informations. Donc le fœtus est un futur garçon, c'est une maladie qui est portée par le chromosome X. Deuxième étape, j'écris le génotype des personnes dont je suis certain. Là c'est le garçon. Les garçons, on en est certain. On est certain que ce garçon porte l'allèle malade et que c'est un garçon XY.
On est certain que son père porte l'allèle sain et que c'est un garçon XY. On est certain que sa mère est hétérozygote, puisqu'elle porte elle est saine, donc elle porte forcément l'allèle sain, mais elle a transmis l'allèle malade à son enfant. Ça peut être que elle qui a transmis l'allèle malade à son enfant, puisque lui n'est pas malade. Voilà. On fait un échiquier génotype des gamètes, des deux parents. Génotype, donc c'est ce qu'il y a dans les colonnes et dans la ligne du tableau de l'échiquier de croisement. Puis ensuite, les possibilités d'appariement de chromosomes. Alors on obtiendrait évidemment un risque sur deux, sauf qu'en réalité, votre enfant, on sait que c'est un garçon. Donc effectivement, si c'est un garçon, ben, il peut être malade ou il peut être sain. Donc on aurait un risque sur deux d'être malade. Mais, dernier document, quand on fait une électrophorèse d'ADN, on s'aperçoit que le garçon, alors toujours pareil, hein, je vais assez vite, mais vous devez toujours parler appliquer la méthode, quoi. Ben, on s'aperçoit que l'enfant malade, alors l'enfant malade, c'est le numéro, l'électrophorésie compte montre les résultats obtenus chez le fœtus et chez un sujet en bonne santé. Voilà. Chez un sujet en bonne santé, on a différentes portions d'ADN qui sont mises en évidence. Chez le sujet qu'on teste, il y a une portion d'ADN, l'exon 45, c'est-à-dire un petit bout d'ADN 45 qui a muté. Et on vous dit dans l'énoncé que si un exon mute, si les exons qui sont ici mutent, on vous donne toute une liste de numéros d'exons, donc un petit bout d'ADN, s'il y a une mutation, il y a un risque non négligeable, enfin ça va perturber la dystrophine, ça rend la dystrophine non fonctionnelle, donc lorsqu'ils sont mutés, la dystrophine est non fonctionnelle, bingo, pas de chance, je dirais, la personne est bien un garçon, c'est un garçon porteur de l'allèle malade, il sera donc malade. Donc vous voyez qu'il y a que l'électrophorèse qui permet de trancher dans ce électrophorèse d'ADN qui permet de trancher dans cet exercice. Voilà, donc je résume la question 1, hein, au niveau moléculaire, au niveau cellulaire et au niveau de l'organisme. Voilà le bilan, si on veut, hein, qu'on peut donner. Voilà, alors je vous laisse terminer, si vous voulez, cette carte mentale. Compléter cette carte mentale qui est à la fin de votre cours. Complétez la carte mentale. Muscle et sa contraction. Alors l'organe, vous pouvez donner des informations sur l'organe, hein, parler du fait qu'il y a un organe qui s'accroche aux os par le biais de tendons. Enfin, je reprends le cours dans l'ordre en fait. Ensuite, vous pouvez raisonner à l'échelle de la cellule qui s'appelle une fibre musculaire, formée de myofibrille avec de l'actine, de la myosine. Rôle de la myosine, il y a les têtes de myosine qui s'accrochent sur l'actine et qui permettent la contraction en présence d'ATP. Rôle de l'ATP, ça fait justement bouger les têtes de myosine, ce qui assure une contraction. Et le rôle du calcium, il intervient également dans la contraction. On n'a d'ailleurs pas trop précisé à quel moment il intervenait, mais il intervient. Et puis dysfonctionnement, la dystrophine est une protéine qui permet de transmettre le mouvement de contraction du sarcomère à la cellule musculaire en s'accrochant sur sa membrane. Et du coup, s'il y a une anomalie, c'est ce qu'on a vu. Mais voilà le rôle de la dystrophine. La matrice extracellulaire, c'est les protéines qui relient les cellules les unes aux autres. Je vous rappelle que les cellules sont disposées en série. Donc si vous avez une contraction d'une cellule, il faut bien qu'il y ait une molécule qui relie tout ça. C'est la matrice extracellulaire qui va transmettre la contraction d'une cellule à une autre cellule. Ça va tirer sur les cellules à côté. Et puis les causes de la DMD, hein, de la myopathie, elles sont ici. Donc vous pouvez prendre quelques infos. Voilà, c'est un bon résumé du cours. Et je crois que c'est terminé. Je vous souhaite d'apprendre désormais ce cours. Bonne journée à vous. 28 minutes et 38 secondes.